Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la série Breaking Bad sous l'angle du droit de la concurrence. Ce sera dans quelques instants avec Malka Marcinkovski, associée chez UGGC Avocat. On parlera ensuite de l'accord national interprofessionnel sur les seniors avec Arnaud Tessier, associé chez Capstan. Et enfin, on évoquera le SPV dans le cadre de levée de fonds avec Ariane Olive, associée fondatrice de Spark Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On va parler de la série Breaking Bad sous l'angle du droit de la concurrence avec mon invité Malka Marcinkovski, associée chez UGGC Avocat. Malka, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, on va aborder non pas un sujet technique, mais un sujet qui va nous permettre de parler du droit de la concurrence. On va parler de la série Breaking Bad, dont on connaît son succès. Un professeur de chimie qui est devenu un baron de la drogue, de la méthamphétamine. Et on va voir ensemble les applications concrètes du droit de la concurrence avec ce marché de la drogue. Alors tout d'abord, en quoi le commerce illégal de méthamphétamine dans Breaking Bad peut-il être analysé sous l'angle du droit de la concurrence ? Et alors, vous le savez, Arnaud, il existe un principe de libre concurrence entre les entreprises, libre concurrence qui s'exerce par les prix ou par la qualité des produits ou des services. C'est ce qu'on appelle la concurrence par les mérites. Bien sûr. Et le droit de la concurrence est là, bien évidemment, pour s'assurer qu'il y a bien cette libre concurrence. Et pour cela, elle s'oppose et elle appréhende des pratiques d'entente et d'abus de position dominante. Je mets de côté dans mon propos tout ce qui concerne le contrôle des concentrations. Alors, même si la série s'inscrit dans un contexte illégal, bien évidemment, et criminel, eh bien, on va voir qu'il y a certaines Bien sûr. pratiques, on peut retrouver, qui sont appréhendables sous l'angle du droit de la concurrence. Alors, pour répondre à votre question, Arnaud, eh bien, c'est qu'on se rend compte que le commerce de méthamphétamine est en réalité un secteur économique comme un autre, qui génère du chiffre d'affaires et pour lequel l'innovation est très importante. Et dans la mesure où le droit de la concurrence s'applique aux entreprises qui exercent une activité économique, eh bien, si le commerce de méthamphétamine n'était pas illégal, il pourrait être appréhendé par le droit de la concurrence. D'accord. Alors on va voir une autre application du droit de la concurrence à cette série. Dans la série, le héros, même s'il a un rôle de truand, Walter White, donc ce professeur de chimie, cherche à protéger son territoire. En quoi ça pourrait être analysé comme une pratique anticoncurrentielle ? Eh bien, comme je le disais, Arnaud, parmi les pratiques anticoncurrentielles, il y a les ententes entre entreprises. Et parmi les pratiques les plus graves, il y a les ententes entre entreprises concurrentes qui ont pour objet de se répartir les marchés. Bien sûr. Et donc, comme vous le disiez, dans la série, Walter White collabore avec un de ses concurrents pour lui dire de ne pas venir empiéter sur son territoire à l'effet de maintenir sa position sur le marché. Et c'est en cela que ça pourrait être constitutif d'une entente anticoncurrentielle. Alors, juste un point supplémentaire, Bien on sûr. pourrait aussi considérer qu'il y a potentiellement un abus de position dominante. Pourquoi ? Parce que, en réalité, Walter White veut maintenir sa position sur le marché, l'augmenter, Bien sûr. de sorte à ce qu'il y aurait même un monopole. Et pour cela, il acquiert des producteurs concurrents sur son territoire. Et dans certaines hypothèses et sous certaines conditions, les acquisitions peuvent être constitutives d'un abus de position dominante. C'est la jurisprudence Towercast de la Cour de justice de 2003 qui a confirmé ce point. D'accord. Alors dans la série, il y a également certains personnages qui collaborent, coopèrent avec la police. En quoi la coopération de certains personnages avec les forces de l'ordre pourrait rappeler les programmes de clémence du droit de la concurrence ? Bien alors, juste pour rappel, lorsqu'il y a une entente ou un abus de position dominante, l'autorité de la concurrence peut sanctionner dans une limite de 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe auquel l'entreprise participant à l'entente appartient. Il existe des alternatives, comme vous le disiez, aux sanctions et parmi lesquelles le programme de clémence. Et le programme de clémence, ça consiste pour une entreprise qui participe à une entente, décide de dévoiler l'existence de cette entente à l'autorité de la concurrence. D'accord. Et si elle apporte suffisamment d'éléments de preuve et qu'elle coopère avec l'autorité notamment, elle peut bénéficier d'une immunité totale
d'amende. Et donc, dès qu'elle est la première à dévoiler, eh bien, elle peut ne pas être sanctionnée. Alors, ça implique aussi pour l'entreprise de donner le nom des autres participants à l'entente. Et donc, généralement, les entreprises mettent en œuvre les programmes de clémence lorsque les parties à l'entente ne s'entendent plus très bien. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de cette série sur le fonctionnement des marchés et la régulation de la concurrence? Voilà, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, même si cette série s'inscrit dans un contexte criminel et illégal, hein, j'insiste quand même là-dessus, bien évidemment, eh bien, cette série nous apprend, nous rappelle quelques principes économiques applicables aux marchés légaux. Je dirais qu'il y a 3 leçons à tirer de cette série. La première, c'est que même les marchés noirs sont soumis au principe de l'offre et de la demande. Et ça, c'est la concurrence par les mérites, et ça passe dans la série par l'innovation, l'amélioration constante de la qualité du produit. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de la série, c'est que le droit de la concurrence s'applique à tous les secteurs économiques, puisque là, on parle du commerce de méthamphétamine, mais récemment, l'autorité de la concurrence a sanctionné dans des secteurs de distribution de jeux du hasard, par exemple, ou des mobil-homes. Et enfin, troisième et dernier enseignement qu'on peut tirer, c'est que quand on est dans une situation de monopole, il faut être vigilant, puisqu'on est dans le collimateur des autorités. Et bien évidemment, des entreprises en position dominante ne peuvent pas se comporter de la même manière que des entreprises qui n'auraient pas un fort pouvoir de marché. Alors, on va essayer d'aller plus loin que ces grands principes. Peut-être pour finir, quelques tendances globales du droit de la concurrence. Alors, le droit de la concurrence est très au fait de ce qui se passe, notamment l'intelligence artificielle, les algorithmes et puis le développement durable et la durabilité. Donc, le droit de la concurrence s'intéresse donc à tous les secteurs de la vie économique, mais également à toutes les nouvelles problématiques qui s'offrent également à nous aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci Malka Marcinkovski. Je rappelle que vous êtes associée chez UGGC Avocats. Tout de suite, on continue. On va parler emploi des seniors. On poursuit cette émission. On va parler de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors avec mon invité Arnaud Tessier, associé chez Capstan. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons évoquer ensemble l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors. Mais avant toute chose, pourquoi un accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors? Alors, un accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors, maintenant, c'est déjà pour répondre à un premier rendez-vous manqué au mois de juin 2024, qui est lui-même une réponse à la dernière réforme des retraites de 2023, dans laquelle il ne vous aura pas échappé que la partie senior a été décapitée, puisque le Conseil constitutionnel, pour des raisons de forme, a considéré que l'ensemble des sujets qui se rapportaient au maintien dans l'emploi des seniors et à la question de l'allongement de la vie professionnelle n'avaient pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Donc, excite les questions qui visent à maintenir dans l'emploi des seniors, à traiter de la question des conditions de travail des seniors, alors même que réforme des retraites dit allongement de la vie professionnelle, dit départ à la retraite plus tard, donc nécessité d'avoir un dispositif qui accompagne cet allongement de la vie professionnelle. Donc succès il y a quelques jours, puisqu'un accord national interprofessionnel a été signé, dont on va effectivement pouvoir décrypter quelles sont les mesures principales. Mais c'est un accord important politiquement, à un moment donné où effectivement les partenaires sociaux ont aussi la volonté de montrer qu'ils parviennent à créer de la norme. Bien sûr. Alors, on va examiner de plus près cet accord. Quelles sont les mesures phares? Alors, l'accord, il est finalement assez court et on peut constater qu'il y a seulement quatre articles. Le premier article, il vise à renforcer le dialogue social sur le maintien dans l'emploi des seniors, création d'une obligation de négociation triennale, tant au niveau de la branche qu'au niveau des entreprises. C'est ensuite une préparation de la deuxième partie de carrière avec des rendez-vous qui sont organisés. À 45 ans, il y avait une obligation d'une visite médicale, il y aura une obligation de traiter avec le salarié individuellement de son avenir professionnel, de commencer à infuser cette question. Et puis, c'est la question de la mobilisation du management autour de ces questions pour qu'elles soient formées
à appréhender les salariés, à travailler sur l'ensemble de ces problématiques. Le troisième article vise à lever les freins au recrutement des salariés seniors. Et d'une certaine façon, là, est mis en place un dispositif de flexi-sécurité. Je peux recruter un salarié qui a 60 ans et qui est en situation de chômage parce que je pourrais rompre son contrat de travail lorsqu'il aura atteint le taux de retraite la retraite à taux plein, son âge de la retraite à taux plein. Et donc, en quelque sorte, j'ai moins de difficultés à le recruter puisque je sais que je ne serai pas obligé d'attendre 70 ans. Donc, il y a un pari moins risqué. Donc, c'est pas le CDI senior, c'est le contrat de valorisation de l'expérience. Il faut changer les mots de ce qui n'a pas fonctionné. Mais en gros, le dispositif est à peu près conforme à celui qu'on attendait. Donc, un CDI en faveur des salariés plus âgés pour qu'ils puissent avoir accès à l'emploi alors qu'ils en sont éloignés. Et puis, des dispositifs qui visent à faciliter les aménagements de fin de carrière, faciliter, encore une fois, le dialogue entre l'employeur et le salarié sur son évolution professionnelle, sur sa date prévisionnelle de départ à la retraite. Les temps partiels de fin de carrière sont envisagés. La retraite progressive devrait être améliorée. Et puis, le cumul emploi-retraite va encore une fois être retravaillé pour qu'il soit plus lisible. D'accord. Que pensez-vous de ces mesures ? Alors, ces mesures, elles visent très concrètement à améliorer la situation de l'emploi et le maintien dans l'emploi des seniors par déjà une incitation, une invitation à changer de regard sur la place des salariés expérimentés. On ne dit plus les seniors. Vous aurez vu que le titre parle de salariés expérimentés. Alors ça résulte effectivement d'un rapport de 2020 qui avait été commis au nom du Premier ministre. On sort de la logique du senior, on est salarié expérimenté, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise, qu'est-ce que je peux encore apporter à l'entreprise. Voilà, donc changer le regard, travailler sur ces questions, inciter à anticiper la prise d'âge aussi. Donc ces rendez-vous qu'on a évoqués il y a quelques instants sont vraiment construits dans cette logique, que le salarié y réfléchisse pour lui-même, que le management l'aide à y réfléchir. Et puis c'est aussi organiser une décélération professionnelle. C'est pas facile de sortir de la vie professionnelle, mais c'est encore mieux quand on a pu le faire dans un cadre finalement organisé, bien sûr, quand on est accompagné. Exactement. Donc cette décélération professionnelle, elle est traduite effectivement par ces retraites progressives. Donc c'est véritablement très positif. Et puis l'incitation au recrutement des salariés en difficulté de retrouver du travail alors qu'ils sont seniors, ça c'est un vrai point qui est travaillé. Alors on va voir quel pourrait être l'impact de ces mesures sur les entreprises. Que pensez-vous, comment ça va se traduire concrètement dans les entreprises selon vous ? Alors, la mesure la plus concrète finalement, c'est celle qui conduira à avoir une obligation de négociation. Puisque tous les 3 ans, dès lors qu'on est au moins 300 salariés dans l'entreprise, une obligation de négocier complémentaire sur cette question du maintien dans l'emploi des seniors, des conditions de travail des seniors, va s'imposer. Alors, il y a 3 thèmes obligatoires: le recrutement des salariés expérimentés, le maintien dans l'emploi et l'aménagement des fins de carrière, la transmission des savoirs et des compétences des salariés expérimentés. Donc l'ensemble de ces sujets devra être appréhendé par les partenaires sociaux et donner lieu à des traductions très concrètes sur la manière dont effectivement on positionne les salariés expérimentés dans l'entreprise. Donc on pense à l'intergénérationnel, on pense aussi à la transmission des savoirs, on pense éventuellement aussi à des mécanismes, il faudra être plus innovant, plus audacieux. Voilà, c'est pas parce que je suis plus âgé que des nouvelles technologies ne m'intéressent pas. C'est pas réservé aux plus jeunes, et à l'inverse, etc. Et pas être dans des schémas manichéens. Voilà. Donc il y a un vrai impact là-dessus et les entreprises vont devoir s'en saisir. Alors, est-ce qu'au-delà de cet accord, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui pourraient être explorées pour améliorer durablement l'emploi de ces salariés expérimentés ? Alors merci déjà de ne pas avoir utilisé le terme de senior. Je pense qu'il faut bannir maintenant de notre terminologie cette notion. Elle ne signifie déjà pas grand-chose. Moi, je ne sais pas si un senior, c'est 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, et finalement, on s'en fiche. Voilà, on a l'âge que l'on a, et puis on ne découvre pas qu'on est un senior au moment où on le devient. On le devient progressivement, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille un cran plus loin que ce qui est proposé et que ce qui a été proposé jusqu'à présent, parce que quand on lit toute la littérature concrète, les accords qui sont conclus dans les entreprises, on est finalement un peu réservé.
sur cette question du traitement des salariés expérimentés, puisque c'est fait un petit peu du bout de la langue, et c'est plutôt une préparation au départ à la retraite. Alors que la question des salariés expérimentés, il doit s'envisager bien plus tôt, presque même au début de sa carrière. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle? Et pouvoir changer d'orientation professionnelle à 45, 50 ans ou 60 ans, ça s'anticipe, ça se réfléchit. Et bien évidemment, les rendez-vous qu'on a évoqués tout à l'heure, qui devront être conduits avec l'employeur, y participeront. Mais il faut que chacun ait son destin en main, qu'il s'approprie effectivement la manière dont il veut avancer et que l'entreprise, la branche, puisse offrir un certain nombre d'outils qui permettent à chacun d'avoir un vrai parcours individuel qui permettra effectivement de ne plus parler de seniors, mais de travailleurs expérimentés et surtout de contribuer à un allongement d'une vie professionnelle dans laquelle il y a moins d'usure physique ou psychologique, et qu'on arrive effectivement à donner un emploi durable à chacun. D'accord. Alors, au-delà de ces rendez-vous que l'entreprise peut créer, comment elle peut aider ses salariés expérimentés justement à bien gérer cette décélération professionnelle que vous avez évoquée? En proposant tout un arsenal d'outils, bien évidemment, et en n'étant pas dans une vision rétrécie. On s'intéresse beaucoup aux salariés jeunes en s'intéressant à la flexibilité, en essayant pour les attraire de leur donner des outils qui leur permettent de mieux équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Si je prends cette comparaison, je pense qu'il faut qu'on ait le même regard sur les salariés plus âgés en ayant cette capacité de les doter d'outils qui sont propres à dessiner leur propre destin. On va conclure là-dessus. Merci Arnaud Tessier. Je rappelle que vous êtes associé chez Capstan. Tout de suite, on continue l'émission. On va parler SPV dans les levées de fonds. On va parler recours au SPV dans le cadre des levées de fonds avec mon invité Ariane Olive, associée fondatrice de Spark Avocat. Ariane Olive, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du recours au SPV dans le cadre de levée de fonds, tout d'abord, qu'est-ce qu'un SPV ? Eh bien, écoutez, un SPV, c'est d'abord et avant tout un acronyme, donc le Special Purpose Vehicle, un acronyme donc, qui nous vient du monde anglo-saxon. C'est tout simplement, en réalité, sous cet air un peu jargonneux, une société que l'on va décider de créer dans un but très précis. Voilà, avec une fonctionnalité, je dirais, parce que vous allez me dire, quand on crée une société, c'est forcément dans un but précis, mais avec une fonctionnalité très très précise. Alors, on va utiliser... Dans l'absolu, on peut utiliser tout type de formes sociales. En revanche, par expérience, on utilise plus des formes assez souples, assez contractuelles, ou alors des formes qui nous permettent de découpler la gouvernance du capital, éventuellement de créer du capital variable, de décorréler même la proportion de capital que vous pouvez avoir avec les droits politiques, c'est-à-dire les droits de vote auxquels vous pouvez avoir accès. Et ça, on le sait, c'est majoritairement en SAS ou en société civile. Du coup, c'est les deux formes que vous allez le plus retrouver sur les SPV. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est un SPV, quand et pourquoi se servir d'un SPV dans le cadre de levée de fonds? Alors, on s'en sert pour peut-être 3 ou 4 grandes visées particulières. La première, c'est qu'on s'en sert souvent pour organiser des dynamiques d'investissement. Par exemple, des club deals. Donc, on a un certain nombre d'investisseurs qui veulent se structurer, mais pour des raisons de taille et d'organisation, ne sont pas dans la réglementation, enfin ne tombent pas dans la réglementation AMF du fonds d'investissement, mais pour autant veulent s'organiser autour de règles de gouvernance, là encore, qui va être un peu le LP, qui va être un peu le GP, c'est-à-dire qui va plutôt gérer les parties opérationnelles ou les parties de pur investissement, et également des règles de partage de valeur, comme ça se fait dans des véhicules d'investissement dédiés. Donc on va par exemple se servir des SPV pour ça, dans le cadre de levée, pour organiser des club deals entre investisseurs que je qualifierais ad hoc, parce qu'on n'est pas sous le coup de la réglementation AMF. L'autre cas que je trouve assez intéressant, c'est le cas de l'organisation un peu d'un partenariat ad hoc
en D'accord. parallèle de la levée. Donc, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels ça s'y prête. Vous allez avoir une partie levée de fonds et une D'accord. partie dans laquelle, eh bien, des acteurs, par exemple, est-ce que je lève avec un industriel ou avec un family office dans le secteur dédié, ou, eh bien, vont organiser presque comme une joint venture, ou en tout cas des logiques de partenariat plus précises autour du secteur. D'accord. Alors, il y a un secteur dans lequel on le fait assez souvent, c'est par exemple le secteur de l'immobilier. Vous Pourquoi allez ça se prête à ce secteur il y a un particulièrement? apport de fonds et puis ensuite, il y a par exemple des opportunités de choix de projet dans des cas par exemple, dans le métier de la promotion immobilière. D'accord. Et dans ces cas-là, on va organiser des comités ad hoc, des comités de choix, des comités de suivi de budget. Donc, vous allez avoir un investisseur qui, en réalité, va être un quasi-opérationnel de la bande, si je puis dire. Et le SPV se prête bien également D'accord. à ce type d'organisation, précisément parce qu'on y fait ce qu'on y veut, ce qu'on veut, pardon, dans un cadre assez contractuel. Et puis, il y a un autre motif de recours qui est peut-être d'ailleurs celui auquel on pense le plus souvent, qui est celui qui consiste à utiliser le SPV pour pooler, pour rassembler, pour organiser un nombre important d'actionnaires. D'accord. Alors, vous avez ça très souvent, par exemple, en série A, série B, donc un petit peu plus loin dans la vie d'une start-up, eh bien, des tables de capitalisation, c'est-à-dire des listes d'actionnaires qui sont très longues parce que, historiquement, bah, vous avez commencé, quand vous avez monté la boîte, par faire appel à ce qu'on appelle des friends and family, du love money, donc on va dire à du capital proche et plus simple d'accès. Et puis, tout ça a fait que vous avez recueilli beaucoup de gens, parfois pour des montants assez modiques, et du coup, vous avez un actionnariat qui devient assez compliqué à gérer, et donc on va utiliser les SPV pour pooler, en fait, tous ces gens, et D'accord. s'assurer que quand un fonds ou deux ou trois d'investissement vont arriver en série A, en série B suivante, mais en général, le cleaning, si je puis dire, le nettoyage de la table de capitalisation s'est fait dès la série A, eh bien, on se sert également des SPV pour ça. On s'en sert aussi lorsqu'on veut associer des salariés, que ce soit des D'accord. salariés que je qualifierais de clés, ou dans certains projets, des choix d'association, j'ai envie de dire, plus massifs de salariés. De la même façon, c'est important qu'on ait des structures dans lesquelles on leur donne accès, bien sûr, à tous les droits économiques qu'on veut leur Bien sûr. conférer. Par contre, on n'a pas forcément vocation à leur donner des droits politiques directement corrélés à leur quotité de capital. Ça dépend des projets, bien sûr. On D'accord. ne les prive pas forcément de ce droit, ça va de soi. Mais en tout cas, il peut y avoir des formes de décorrélation. Donc là aussi, le SPV peut être intéressant. Je D'accord. dirais que c'est les formes les plus communément rencontrées. Alors, on voit tous les avantages que peut représenter le SPV. Quels sont les freins ou les inconvénients? Bah, je crois que le frein principal, qui se décline peut-être en deux notions, bah, c'est quand même c'est une boîte de plus dans le dispositif, hein. Bien Donc sûr. c'est un échelon de plus. Et donc, il y a forcément un peu de lourdeur. Il y a des coûts quand même, puisque qui dit création de société dit bah, entretien, entre guillemets, de cette société. Il faut qu'elle elle a des liasses à déposer, il faut qu'elle ait un expert comptable, il faut qu'elle soit suivie juridiquement, etc. etc. Et puis, d'autre part, bah, c'est un échelon supplémentaire au moment de la distribution sous toutes ses formes de la valeur. Eh bien, c'est quand même un échelon supplémentaire de frottement fiscal, même Bien si, sûr. alors, selon la détention que le SPV va avoir dans le capital de la société qui distribue, là encore, je ne me restreins pas à la logique de dividende, mais on va dire qui va partager de la valeur. On a des régimes fiscaux différents qui s'appliquent, mais voilà, on peut quand même partir du principe que certes, il y a cette vertu de rassemblement et d'organisation, mais factuellement, il y a quand même le fait d'avoir créé une société de plus à entretenir, si je puis dire, et un chaînon de plus, donc un frottement fiscal de plus dans le dispositif. Alors, malgré ces inconvénients, on constate une tendance croissante à l'utilisation du SPV. Comment vous l'expliquez? Alors, je vois deux choses. La première, c'est qu'on met, je pense, plus souvent l'acronyme. C'est un peu la prose de Monsieur Jourdain. On met peut-être plus souvent l'acronyme sur des situations qu'on vivait déjà auparavant, mais pour lesquelles D'accord. maintenant, voilà, on fait régulièrement appel à cet acronyme qui est rentré dans le langage, en tout cas du secteur, dans le langage courant du secteur. Et puis l'autre élément, certainement, c'est que on est dans une conjoncture aujourd'hui où tout est tellement particulier, il y a tellement toujours quelques grains de sable qui viennent se mettre dans les négociations, dans les conformations, dans les établissements de cahier des charges, que je trouve qu'on va avoir plus tendance à essayer de faire systématiquement
du sur-mesure au sens des 10, 15, 20%, vous savez, de la structuration, bien sûr. qui vont nécessiter des particularités qu'on n'arrive pas forcément à faire rentrer dans ce que je qualifierais plus comme étant le prêt-à-porter d'une opération plus classique. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette sensation qui n'en est pas D'accord. qu'une, que le recours se fait de plus en plus souvent à ces véhicules. Alors, un autre point qui peut être intéressant, quel est le rôle spécifique d'un avocat dans la mise en place d'un SPV? Alors, tout simplement, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, hein, tel qu'on le pratique, le rôle de l'avocat classique, c'est-à-dire que la valeur se trouve toujours dans le brainstorm qui va permettre de définir le cahier des charges de création de la société. Donc la création de la société elle-même, on s'en fiche si je puis dire, enfin en tout Bien cas sûr. c'est pas là qu'est la valeur, hein, c'est évidemment devenu et c'est une commodité. Ce qui est intéressant, c'est comme si on attaquait un contrat commercial, de se dire, voilà, quel est le séquencement de la chaîne de valeur, qui fait quoi dans ce projet, D'accord. qui va avoir quel rôle, qui va participer à quel comité, pourquoi tel comité, combien on en veut, combien de fois il va se réunir. Vous voyez, on est dans le séquencement de tout ce que nos clients peuvent projeter comme étant le fonctionnement de leur partenariat ou de leur club deal. Ce qui est aussi Cadrer tout le SPV, Exactement. tout Et c'est l'environnement. là qu'à mon avis, notre valeur est la plus grande, parce qu'ensuite, bien évidemment, fort de ce cahier des charges, qui dans un premier temps ne revêt d'ailleurs aucune logique juridique, eh bien, on va aller chercher, encore une fois, les 5, 10, 15% de particularisation, de rédaction vraiment parfaitement sur mesure, qui vont faire qu'on va aider notre client à retrouver ensuite dans la documentation quelque chose qui va parfaitement, ou en tout cas, on l'espère toujours, à 90% au plus, coller à son ambition. Alors, est-ce que c'est un outil, selon vous, qui va prospérer? Quel est l'avenir du SPV pour vous? Ah ben oui, je vois aucune raison. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'on s'en est déjà beaucoup servi sans forcément l'appeler comme tel. Donc pour moi, ça va continuer à se développer parce que de toute façon, l'heure est quand même à la contractualisation, j'ai envie de dire croissante, utile ou pas, véritable aide à la gestion du risque ou pas. Ça pourrait être le thème d'un autre échange. Mais en tout cas, c'est une réalité factuelle où qu'on soit dans le monde. Donc oui, la probabilité que de plus en plus, on aille contractualiser des situations de partenariat, d'association sur mesure est forte. Donc je pense que de plus en plus, en effet, on va se trouver face à ce type de situation. Et je dois dire que pour nous, c'est tout à fait passionnant. Donc on s'en réjouit. Alors peut-être pour finir, quelques conseils pratiques pour des entreprises qui imagineraient, qui veulent utiliser cet outil. Alors, je pense par exemple à l'outil SPV pour le rassemblement des salariés associés. C'est quelque chose qu'on projette assez simplement quand on se le figure, hein, quand on le visualise. La réalité, c'est qu'il y a des vrais sujets d'articulation, parce que ce qu'on ne s'est pas dit quand même, c'est que qui dit SPV dit encore une fois organisation des règles Bien du sûr, jeu, hein, bien et sûr. donc dit pacte d'associés, ça va de soi. Et ça veut dire que, on parlait tout à l'heure de, si ce n'est de la lourdeur, mais du moins du chaînon complémentaire, ça veut dire qu'on va avoir un pacte en haut et un pacte en bas. Et donc, on a tout un tas d'articulations pour s'assurer que les règles du haut reflètent les règles du bas, tout en étant suffisamment spécifique pour pouvoir gérer, par exemple, une communauté de salariés qui n'a rien à voir avec en bas Bien l'organisation sûr. d'une communauté d'investisseurs. Donc, vraiment, le conseil, c'est il faut en effet visualiser les valeurs, aussi l'ADN hein, qu'on veut donner à tout ça, c'est important, parce que c'est souvent aussi le reflet d'une culture, cette façon de formaliser ce type de SPV. Mais il faut aussi bien tenir compte du fait que malheureusement, le diable est un peu dans les détails et que du coup, il y a quand même un côté assez fastidieux autour des articulations et qu'il ne faut pas les négliger ni dans le calendrier, ni dans l'appréhension de ces dossiers. On va conclure là-dessus. Merci Ariane Olive. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice de Spark Avocat. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.